Bonjour à tous, nous commençons aujourd'hui le troisième cours sur le système nerveux et nous allons nous intéresser en particulier à l'encéphale, c'est-à-dire à l'immense réseau de neurones que l'on retrouve à l'intérieur de la boîte crânienne, organisé comme on l'a déjà vu dans un premier cours, en trois grandes sections, notamment le cerveau. On a vu dans un des premiers cours que on avait la petite section ici en dessous du cerveau à proprement parler qui s'appelle le cervelet. La zone en bleu ici est le cerveau et la zone que l'on voit ici qui se prolonge vers le bas et qui remonte à l'intérieur, c'est le tronc cérébral. Alors le tronc cérébral en fait est en partie associé au cervelet et constitue ce qu'on appelle le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est à la base le premier cerveau, le plus ancien qu'on peut retrouver dans les espèces et qui gère les situations d'urgence. On avait déjà parlé du tronc cérébral et du cervelet, donc qui sont des vestiges ou des restes d'anciens systèmes nerveux central. Un petit peu plus avancé, on a le haut du tronc cérébral ici, qui constitue ce qu'on appelle le cerveau limbique. Il est associé à des émotions complexes. On finit avec le cerveau à proprement parler, la zone bleue ici, qu'on avait déjà croisée, qu'on peut également appeler le néocortex, et qui lui va gérer les fonctions cognitives avancées et abstraites. Donc on le retrouve spécifiquement développé chez les primates notamment, dont nous faisons partie, et qui est à l'origine de notre pensée, de notre façon d'imaginer l'avenir, de construire des outils, etc. Quand on regarde l'anatomie d'un encéphale, on peut voir qu'il est divisé en deux grandes sections, qu'on appelle des hémisphères, donc des moitiés de sphères. On a l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Et en fait, on peut même y voir à l'intérieur de ces hémisphères des grandes sections qu'on appelle des lobes. Donc on les voit représentés de différentes couleurs ici à l'écran. Et ces lobes ont le nom de la plaque osseuse derrière lesquelles ils sont placés. Donc on va reconnaître des termes qu'on a déjà croisés, avec le lobe frontal, le lobe pariétal, le lobe occipital et le lobe temporal. À l'intérieur de ces quatre lobes, si on fouille en profondeur, on va y trouver un cinquième lobe qui s'appelle le lobe insulaire. Les scientifiques connaissent actuellement le fonctionnement du cerveau et savent en fait quelle zone agit à quel moment. Alors, à chaque année, la carte s'améliore et les détails apparaissent de plus en plus, mais de manière générale, on connaît différentes zones associées par exemple à la vue. Donc à l'arrière, dans la zone occipitale, on va avoir l'aire et le cortex visuel qui travaillent essentiellement dans l'interprétation de ce que nos yeux peuvent percevoir. Alors chaque zone identifiée à l'écran ici correspond à ce qu'on appelle à une zone ou aire cérébrale. Et on connaît actuellement son fonctionnement et on sait à quoi elle sert. Donc par exemple ici on a une aire dont le travail est essentiellement orienté vers le goût. Ici toute la zone en rosé ici, c'est plutôt dans le travail des neurones consacrés à l'audition. On peut connaître cette carte des différentes zones ou aires cérébrales, notamment en travaillant avec un électroencéphalographe, qui est un appareil qu'on peut placer sur la tête d'une personne et qui va simplement détecter les courants électriques qui ont été envoyés, les influx nerveux qui sont passés à travers le cerveau. Donc ça nous permet d'avoir des cartes et ça nous permet de savoir quelle zone est activée à quel moment. L'encéphale est protégé de différentes manières. On sait que, évidemment, sur la tête, on a de la peau avec les cheveux en surface. On appelle ça le cuir chevelu. En dessous du cuir chevelu, on retrouve les os crâniens qu'on a déjà croisés. Et en dessous des os crâniens, il y a plusieurs couches de protection qui s'appellent, le terme général, c'est les méninges. Les méninges sont constitués de trois couches. La dure mère qui est directement sous l'os. Ensuite, on a l'arachnoïde, où on retrouve des petits filaments, et la pimère qui est posée sur l'encéphale à proprement parler, mais ici en fait c'est plutôt le cerveau d'ailleurs qu'on voit. Donc trois couches protectrices, en plus de l'os, qui permettent notamment de limiter les dégâts en cas de mouvement, et de limiter les chocs que pourrait avoir l'encéphale à l'intérieur de la boîte crânienne. Il y a un liquide qui circule dans l'arachnoïde. Ce liquide s'appelle le liquide céphalorachidien. Alors il permet
notamment de nettoyer les cellules du système nerveux, et il permet aussi d'amortir les chocs en cas de mouvement de l'encéphale à l'intérieur de la boîte crânienne. On vient de parler des méninges, et bien ça nous fait penser à une maladie assez connue, relativement ou potentiellement très grave, qui s'appelle la méningite et qui est une inflammation des méninges. Donc on peut avoir des virus ou des bactéries qui s'installent dans la zone et qui peuvent avoir des conséquences relativement lourdes sur la santé d'une personne. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la matière grise. Donc la matière grise, en fait, ça fait référence à la substance grise qu'on peut avoir dans notre encéphale ou même dans notre moelle épinière, car lorsqu'on regarde donc notre système nerveux central, on y repère des zones qui sont plus sombres que d'autres. Donc les zones plus sombres s'appellent la substance grise, et les zones plus pâles ou plus claires, donc c'est la substance blanche. À noter que dans le cerveau, puisque c'est de lui dont on parle en ce moment, la substance grise est plutôt à l'extérieur et la substance blanche à l'intérieur, alors que dans la moelle épinière c'est l'inverse. On va avoir la substance grise en profondeur et la substance blanche sur les côtés. Alors on sait en fait que la substance grise est essentiellement constituée du corps cellulaire des neurones, c'est ce qui lui rend sa couleur un petit peu plus sombre, alors que la substance blanche contient plus d'axones avec la myéline, ce qui lui donne sa substance plus claire. On voit ici donc à l'intérieur de la moelle épinière les corps cellulaires et un petit peu plus à l'extérieur ici les axones, donc ils sont plus pâles. On a ici une image d'un encéphale coupé, et on peut y voir donc qu'il y a effectivement des couleurs plus sombres et des couleurs plus pâles en profondeur. On s'intéresse maintenant à l'organisation des fonctions du système nerveux. Le système nerveux a un fonctionnement qui est contrôlable, volontaire, donc auquel nous avons accès par notre conscience. On décide d'agir sur les muscles, notamment les muscles squelettiques. Donc une personne qui est en action, comme ce sportif ici, a décidé de tous les mouvements qu'elle est en train de réaliser, et c'est en utilisant son système nerveux somatique, donc qui est le système nerveux sur lequel on a un contrôle volontaire et conscient. On avait déjà abordé cet aspect-là lorsqu'on avait parlé des muscles et notamment des fibres striées volontaires. Donc c'est relié à notre système nerveux somatique volontaire dans lequel on peut exercer notre conscience. On l'oppose au système nerveux autonome qui lui fonctionne tout seul. On n'a pas de contrôle sur les battements cardiaques par exemple. Il y a bien des impulsions électriques qui vont actionner les fibres musculaires du cœur, mais nous ne les contrôlons pas consciemment. La respiration par le diaphragme se fait automatiquement. Là, c'est une petite exception puisqu'on peut exercer un contrôle sur la respiration. Donc les deux systèmes nerveux agissent sur la respiration. Également la digestion qui va nécessiter l'utilisation de plusieurs muscles. Eh bien, nous n'avons pas de contrôle conscient des mouvements qui s'opèrent dans le système digestif, bien qu'il y en ait, bien que l'on sache que la nourriture, les aliments, les nutriments sont brassés et sont mélangés dans notre tube digestif. Nous n'agissons pas directement de manière consciente dessus. Ça se fait de manière autonome. Alors en fait, lorsqu'on regarde en détail le système nerveux autonome, on voit qu'il contient deux fonctions opposées. Il y a à l'intérieur du système nerveux autonome le système que l'on appelle le système nerveux sympathique. Alors, le système nerveux sympathique est une action autonome de notre organisme qui nous met en action. Par exemple, lorsqu'on commence une activité sportive, eh bien, tout seul, sans qu'on le décide, le rythme cardiaque va être accéléré. Le système nerveux va déclencher des contractions plus rapides du cœur. Il va également accélérer le rythme respiratoire, il va dilater nos pupilles, et il va même éventuellement déclencher la sudation, donc la libération de sueur, pour essayer de refroidir le corps. Donc tout ça se fait de manière automatique, sans qu'on y ait un contrôle conscient. À noter au passage que lors d'une mise en place du système nerveux sympathique, de son activation, la digestion est bloquée. Donc la digestion ne se fait pas en même temps que l'activation de tout le reste. C'est comme si le corps décidait de ne pas perdre d'énergie à digérer. Il existe un système nerveux qui fait exactement l'inverse, qui est antagoniste du système nerveux sympathique, toujours à l'intérieur du système nerveux autonome, qu'on appelle le système nerveux parasympathique, donc parallèle au système sympathique. Alors lui, il fait exactement l'inverse, c'est-à-dire que lorsqu'on est en situation de mise au repos, eh bien le rythme cardiaque va diminuer,
le rythme respiratoire va diminuer et la sudation va être bloquée. Également, on va avoir une contraction des pupilles. Par contre, on va avoir une activation du système digestif. Donc là, tous les muscles et toutes les fonctions digestives sont mises en action pendant que nous sommes au repos. Un petit résumé visuel de ce qu'on vient de voir. Le système nerveux, on peut le diviser en deux grandes fonctions. Les fonctions sur lesquelles nous avons un contrôle, sur lesquelles nous pouvons agir, le système nerveux somatique. Et le système nerveux qui travaille tout seul, de manière automatique, sans que notre volonté ou notre conscience prenne de décision. Ça se fait. Donc il y a des influx nerveux qui sont envoyés à l'intérieur de notre système nerveux autonome, mais nous n'avons pas conscience de ces influx nerveux. Et on peut diviser ce système nerveux autonome en deux sections. Le système nerveux sympathique, de la mise en action, et le système nerveux parasympathique, lorsque l'on se repose. Puisqu'on parle de repos, on va aborder rapidement le sommeil. Le sommeil qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas du tout un repos complet du système nerveux. C'est en fait plutôt même un processus actif lors duquel les cellules vont être nettoyées, notamment les neurones vont être remis à neuf. Et aussi, il y a une organisation de toutes les idées, de toutes les fonctions mémorielles, de tous les concepts qui ont été appris, vus, enregistrés dans la journée. Donc il va y avoir un tri de tout ce qui a été perçu dans la journée. On va enlever de notre mémoire les informations peu pertinentes et on va garder les informations qui sont jugées pertinentes ou liées à de fortes émotions. On a éventuellement des zones du cerveau qui sont très actives. On peut voir par exemple ici sur l'électroencéphalogramme qu'il y a une zone qui est plus active que pendant l'éveil à l'intérieur du cerveau. On va aussi faire une petite information sur le système nerveux autonome. Si jamais le système nerveux parasympathique est trop activé, eh bien cela peut entraîner un évanouissement. Donc un ralentissement, si on réfléchit bien, c'est un ralentissement du cœur très bas et ça va être détecté par le cerveau comme un problème notamment d'approvisionnement en dioxygène et ça va entraîner un évanouissement dans le fond. C'est ce qu'on va appeler la syncope vagale. Parlant de déconnexion du système nerveux, il peut y avoir une situation après un choc relativement violent où le système nerveux somatique va être en partie, voire complètement bloqué. On appelle ça le coma. Et le système nerveux autonome, lui, va continuer de fonctionner. Donc la respiration, les battements cardiaques, les fonctions vitales seront prises en main de manière autonome, mais il n'y aura plus de conscience ou de contrôle sur les autres fonctions somatiques. On termine par ce que l'on appelle la mort cérébrale, lorsqu'il n'y a plus aucune activité des neurones à l'intérieur de l'encéphale, lorsque l'électroencéphalogramme montre des lignes plates, quelles que soient les électrodes qui sont en train de mesurer une éventuelle activité, ou même en imagerie par résonance magnétique, lorsqu'on ne vous détecte plus aucune activité, à ce moment-là, on va appeler ça une mort cérébrale. Et il est évident qu'un arrêt complet de toute activité neuronale entraîne la mort de l'organisme, puisqu'il n'y a plus d'influx nerveux qui sont envoyés notamment aux muscles, donc il n'y a plus de respiration et plus d'alimentation des cellules en différents nutriments. Voilà pour ce cours 40 sur l'encéphale et les fonctions du système nerveux.